Bonjour à tous, bienvenue pour cette 11e émission du Bulletin économique et politique. Alors vous voyez qu'on n'est pas dans notre lieu habituel, c'est-à-dire dans mon bureau au Sénat. On est à l'Assemblée nationale et on est avec le président de la Commission des finances, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Éric, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir, merci de venir ici. Eh bien écoute, super. L'idée c'est de faire une émission, évidemment, comme on est au moment de la rentrée, que c'est la rentrée budgétaire, qu'il y a des énormes enjeux sur les questions budgétaires, à la fois sur le budget de cette année, le budget 2024, la manière dont il est exécuté et comment on va au bout de l'année, et sur le budget 2025, parce que tu manques d'informations, alors que normalement les commissions des finances sont le lieu où un débat démocratique peut avoir lieu. Peut-être pour commencer, tu peux nous dire un petit peu où vous en êtes. Tu as fait un certain nombre de démarches pour avoir de l'information sur ce qui se passait. On est dans un contexte budgétaire compliqué puisqu'il était annoncé un déficit à 5,1%. Finalement, il est réestimé à 5,6% par le gouvernement en disant qu'ils ont fait une erreur de calcul sur les recettes. Toi, tu cherches la vérité dans tout ça. Tu les as auditionnés il y a quelques jours à peine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les démarches entreprises que tu as fait pour avoir la vérité sur ce qui se passe au niveau du budget de la nation? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a aujourd'hui un exécutif, je ne vais pas dire un gouvernement, puisqu'il était gouvernement démissionnaire, un exécutif qui s'est placé en dehors de ce qu'on appelle la loi organique, qui fixe un calendrier assez précis de la manière dont le Parlement doit recevoir les informations sur le budget de la nation. Théoriquement, c'est fin juillet. On doit recevoir ce qu'on appelle le tiré à part. Qu'est-ce que c'est le tiré à part? C'est assez simple. C'est le squelette du budget. Et puis, c'est des détails quand même assez précis sur les conséquences des décisions budgétaires pour chaque ministère. D'accord, donc c'est une forme de pré-budget où tu as des grandes masses financières. Des grandes masses financières, mais qui se détaillent quand même par ministère. Par ministère, ok. Tout ça, tu le reçois fin juillet. C'est la loi organique. Du fait qu'Emmanuel Macron a décidé de la dissolution, du fait qu'il a décidé de ne pas donner à la coalition arrivée en tête le soin de gouverner le pays, et que donc il est rentré dans une très longue période de, entre guillemets, gouvernement démissionnaire, on n'a pas eu ces chiffres. On sait par contre que Bercy a continué à travailler tout l'été. Très franchement, je ne jette pas la pierre à Bercy d'avoir continué à travailler préparer les choses pour assurer au moins une prévision qu'il y ait un budget. Bon. Ils ont travaillé sur des données politiques qui étaient la poursuite de la politique d'offre de compétitivité, etc., d'Emmanuel Macron, tout à fait validé par Bruno Le Maire. Et donc, ils ont, au cours de cet été-là, fait ce qu'on appelle des lettres de plafond. C'est-à-dire la lettre que tu envoies à chaque ministère pour dire, cette fois-ci de manière assez détaillée, l'année prochaine, voilà les budgets qu'on vous autorise à dépenser par, en gros, mission. Bien. Ces lettres de plafond, en théorie, le Parlement ne les a pas quand elles sont produites, en général, fin juillet. Mais il a le tiré à part. Qui les résume suffisamment, qui donne les éléments qui vont te permettre de commencer à débattre, etc., argumenter. Bon, là, le problème, le hiatus, c'est qu'on n'a pas eu le tir à part, mais le gouvernement n'a pas voulu non plus nous donner les lettres de plafond. Oui, et pourtant, on a eu dans la presse des ministres, moi je me souviens de Nicole Belloubet, qui commençait à cabrer parce qu'elle voyait que tout ça n'était pas bon, mais la représentation nationale n'était pas informée. On avait des réactions des ministres, mais qui n'étaient pas forcément lisibles pour nous et pour comprendre ce qui se passait. Voilà, et certains journalistes d'ailleurs. Tout à fait. Qui ont réussi à avoir quelques ministères. De plafond. Donc on s'est retrouvé avec cette situation fin août, en sachant que dans le même temps, on attendait de savoir quand même ce qu'allait faire au final Emmanuel Macron vis-à-vis d'un gouvernement. Tout ça a trop tardé. On a décidé avec le rapporteur général d'interroger Bercy et de dire on vous demande de nous donner les informations. Donc ça c'était il y a moins d'une semaine, les choses s'accélèrent vite, où Bercy a fini par nous envoyer un dossier entier où il y avait deux sortes d'informations. Première information, 2024. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier 2024. Alors, comprendre 2024, je reviens là-dessus. En 2024, début janvier, Bercy, à l'époque, sort des premières rectifications sur le déficit attendu pour 2024 et sur la croissance moindre que ce qu'ils avaient annoncé. Et c'est les premiers 10 milliards de retrait de dépenses qui sont annoncés et qui sont annulés. Qui sont annulés lors du premier semestre. Voilà. Bon, soit dit en passant, on se retrouve quand même avec une situation où moins de 2 mois
après que le budget était non pas adopté, mais imposé par le 49.3, Oui. on se retrouve avec un gouvernement qui nous dit ce qu'on vous a donné comme chiffre, Ça fonctionne pas. ça fonctionne pas. Tout à fait. Quand même, ce qui est un peu inquiétant. Quand même. Du point de vue de la sincérité de la démarche, Oui. c'est sûr. La sincérité, puis en même temps, du point de vue de la fiabilité Tout à fait. de ceux qui prennent ces décisions. Alors que nous, on leur avait dit, c'est pas possible. Bon, bref. Donc, ils annulent 10 milliards. Pour la petite histoire, d'ailleurs, au moment où je te parle, ces 10 milliards qui ont été annulés, nous n'avons toujours pas, et je pense que Bercy ne les a toujours pas, la manière dont ils ont été déclinés dans chaque ministère. Tu penses que chaque ministère a fait à partir d'un point et que Bercy ne sait pas la manière dont ça s'est fait? Mais je te le confirme, puisque moi je les ai demandé à Thomas Cazenave, pas plus il t'a tard dit qu'il les qu'en avait août, pas. il m'a dit on les aura peut-être mi-septembre. Ah oui, d'accord. Et quand il disait qu'il les aura on les aura peut-être, il s'incluait eux. Oui. D'accord. Oui. Donc voilà. Donc en réalité, on ne sait toujours pas La exactement. manière dont les choses ont été faites. On les a redemandé. L'IGF le note, dit on n'a toujours pas les détails. Bon, ce qui est déjà un premier problème. Même si on a compris que un certain nombre de dépenses environnementales, le fonds vert, des dépenses de coopération internationale ont été touchées au premier chef. Mais par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, qui a quand même été un des grands contributeurs à plus de 700 millions d'euros, on ne sait pas comment ça s'est fait. Donc premier problème, les 10 milliards. À l'époque, il y a un débat qui s'ouvre, si tu te souviens, au printemps, même tout de suite. Non, tout de suite, au moment des 10 milliards d'annulation. Les 10 milliards d'annulation étaient un peu en dessous des 1,5% du budget qu'un gouvernement a le droit d'annuler par décret. Exactement. Et non pas avec un projet de loi de finances rectificative. Mais nous, on demande... Nous, on demande à ce moment-là un projet de loi de finances, oui, parce que les sommes sont quand même importantes, c'est juste 2 mois après le budget, donc c'est normal qu'il y ait un débat parlementaire. Bon, à l'époque, le gouvernement passe outre. Alors, le ministre de l'économie le souhaitait, je crois. Le ministre de l'économie le souhaitait. Et Matignon et voilà. le château, l'Élysée, qui refusent. Qui refusent. D'accord. Ouais. Lui, il le souhaitait pour plein de raisons. Il n'avait pas tort. D'abord pour le débat démocratique, et puis pensait-il que c'était une situation qui finalement avait un effet, j'allais dire, qui ne pouvait au bout d'un moment que délégitimer les propositions au lieu d'aller aborder de fond le débat politique. Bon. Je pense qu'il a pas tort, c'était les mêmes arguments. Là-dessus, ensuite, on apprend qu'avec 2 types de mesures, les 10 milliards ne suffisent pas parce qu'on annonce 5,6% de déficit au lieu des 5,1% prévus dans le programme de stabilité, dont nous avions dit aussi à l'époque que tout ça a été... On reviendra sur le rapport avec l'Union européenne. Bon, d'accord, tout ça a été un peu lunaire. Oui. Le Haut Conseil des finances publiques, Moscovici, dit que ça n'était pas crédible. C'est pas crédible. Bon. Mais n'empêche, eux, ils avaient mis comme les chiffres, donc. Mais au nom de ce déficit supérieur, ils décident de geler en 2 fois 16,5 milliards supplémentaires. Bien. Et donc, les premiers documents que nous recevons en fin août, c'est des documents qui sont une note des trésors qu'on nous donne sans problème et qui, en gros, légitiment la politique de baisse des dépenses publiques accrue. Oui, parce que c'est une note qui vient dire que si les choses continuent d'aller leur cours, en 2027, on ne revient pas sous les 3%, mais on serait à 6,5% de déficit. Alors 6,2% en 2025 au lieu de 4,1%, prévu dans le programme de stabilité, et cette année, les 5,6. Voilà, d'accord. Donc, attention... oui, c'est une note qui fait le gros warning finances publiques. Voilà, gros warning. Évidemment, tout de suite interprété par « il faut baisser les dépenses publiques ». Bien sûr, c'est la stratégie habituelle. Bon, voilà. Alors, ceci dit, la note est aussi intéressante parce que, quand on la lit bien dans le détail, on s'aperçoit de 2 choses. C'est que, pour expliquer l'explosion de ce déficit, Bercy a mis en accusation les collectivités locales, en disant le déficit des collectivités locales est de 16 milliards. Malheureusement, la note dit qu'en réalité, non pas le déficit, puisque tu sais que les collectivités ne peuvent pas avoir de déficit, mais disons le recours à l'épargne pour arriver à payer le solde négatif par rapport au fonctionnement, il est en réalité de 3 milliards. Grosse différence quand même. Et juste peut-être un mot là-dessus, mon côté sénateur qui ressort, mais en effet, dans les collectivités locales, lorsque vous votez votre budget, votre fonctionnement doit être couvert en totalité par vos recettes. Là où vous pouvez vous endetter, c'est évidemment lorsque vous faites des dépenses d'investissement. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas des collectivités mal gérées qui auraient mis en échec la situation. Au pire, c'est des collectivités qui ont investi dans de la dépense publique pour l'avenir de nos enfants, de nos territoires, etc. Donc quoi qu'il arrive, il met la faute sur les collectivités, alors même que tu dis
à la fois, c'était 3,5 milliards et pas... C'est 3 milliards et non pas 16. Voilà, et non pas 16. Et 4 pour 2025. Et par ailleurs, c'est de l'investissement. Et en plus de ça, alors c'est soit de l'investissement et soit le fonctionnement, et ils prennent dans l'épargne. Oui, ils prennent dans leurs réserves. Bien sûr. Alors, avec en plus un autre élément, c'est que dans les économies que le gouvernement disait nécessaires pour 2024, il comptait que les collectivités apportent 2 milliards. Quand ça a été dit dès fin 2023, parce que moi je reviens après, bien sûr. Les collectivités ont tout de suite dit mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la DGF, la dotation globale de fonctionnement, n'est pas indexée sur l'inflation. Tout à fait. Elle baisse déjà finalement en relatif par rapport au coût. Exactement. Ce n'est pas possible parce que vous, gouvernement, vous prenez des décisions sur le point d'indice, y compris de nos fonctionnaires, et vous ne mettez pas l'argent en face. Ce n'est pas possible parce que la DMTO, qui est une des façons de financer les départements et qui s'assoit sur les questions d'immobilier. Au moment où il y a une crise immobilière, ces DMTO baissent fortement pour les départements. Et puis, c'est pas possible aussi parce que, contrairement à ce que vous dites, la compensation des impôts que vous êtes en train d'annuler, CVAE, c'est-à-dire sur l'impôt de production sur les entreprises, ou taxes d'habitation, n'est pas compensée entièrement par la TVA que vous nous attribuez. Bon. Donc, ils avaient prévenu. Ils avaient dit que ça risque plutôt de coincer. Bon, bref. Donc, la note du Trésor rectifie ça. Et la note de Trésor, elle a un deuxième avantage, c'est qu'en réalité, elle met plutôt l'attention sur autre chose que Bercy a dû admettre. C'est que c'est les recettes qui décrochent une fois de plus. C'est-à-dire que la raison de cette augmentation du déficit en 2024, c'est les recettes. C'est les recettes. Et c'est les recettes avec, dans cette note, si j'ai bien lu les choses, un bout de TVA pour 8 milliards d'euros, quelque chose comme ça, et un bout d'impôt sur les sociétés pour 12-15 milliards d'euros. Et même de l'impôt sur les revenus. Et même de l'impôt sur les revenus. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous a dit Bruno Le Maire, que vous avez eu en audition quand mardi, je crois, mardi soir. Comment il vous a expliqué cette erreur de prévision? Parce qu'on part de 20 milliards sur 350, 360 milliards de recettes Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu vraiment l'explication. Figure-toi. Alors, la TVA, une des explications un peu mécaniques, ce qui est vrai, c'est que quand tu as moins d'inflation, quand l'inflation faiblit, on va être à peu près à 1,9 cette année, inévitablement la TVA baisse. Bien sûr. Bon, ce qui explique d'ailleurs aussi le rendement de la TVA de ces 2 dernières années. Quand le gouvernement nous disait c'est une merveille qui montre que notre politique a eu raison parce qu'on a plus de rentrées fiscales, notamment la TVA, c'était aussi mécaniquement dû à l'inflation. Bon. Mais donc il y a cette raison pour la TVA, plus, disent-ils, ils le reconnaissent quand même, une croissance moindre que celle qu'ils avaient prévue. Ouais. D'accord. Donc une baisse de l'activité. L'INSEE vient de sortir ses chiffres. L'activité, a priori, va être elle est en train de fléchir à moins 0,1%. Au quatrième trimestre, ça va être de 0,9%. Une baisse de l'activité. Et puis, là, par contre, ils refusent de l'envisager comme ça. Mais contrairement à leur discours que Bruno Le Maire a encore eu de manière très positive, nous n'avons jamais créé autant d'emplois, nous n'avons jamais autant réindustrialisé le pays. La réalité, c'est qu'on est en train d'avoir un nombre de faillites en 2024 extrêmement important, de fermetures d'entreprises, et que finalement, ce qui se passe, c'est que quand ton impôt baisse, ne serait-ce que parce que la raison pour laquelle il avait considérablement augmenté après le Covid, c'est qu'il y a eu le rebond du Covid. Bon, donc le gouvernement, à l'époque, nous a dit, je ne sais pas si tu te rappelles, nous a dit toutes nos baisses d'impôts, ça marche. Regardez, mais bon, sauf que c'était une année de rebond. Donc, quand tu as une année de rebond, tu as plus de rentrées. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que toutes les baisses d'impôts que le gouvernement a fait ces dernières années, notamment en faveur des plus riches, et notamment en faveur des plus riches détenteurs de capitaux. Oui. Bon, et notamment les baisses d'impôts aussi sur l'impôt sur les sociétés. Oui, bon. Tout à fait. Quand tout d'un coup ça reflue, Cazenave a eu beau me dire l'inverse, mais le fait d'avoir baissé les seuils, les taux, ça a un impact. Oui. Moi, je crois que la réalité, elle est là. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que notre programme disait, c'est que le problème du déficit dans ce pays, il n'est pas la dépense. La dépense publique, elle a baissé de 1,5% par rapport au PIB en 2023. C'est les recettes. Et là, je termine là-dessus, ce que montre ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qu'on disait. Ouais. Bon. Et je pense, juste pardon là-dessus, et c'est vrai que juste pour que les gens puissent l'entendre et le savoir, sur l'indice de production manufacturière, on est en fait, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire qu'ils annoncent des recréations de sites, mais sur la production manufacturière, il y a une baisse
de production manufacturière par rapport au début des années Macron. Et puis, ce que tu disais aussi, qui moi me semble très important, en effet, Bruno Le Maire nous explique il explique que son modèle fonctionne, c'est pour ça qu'il y a moins de recettes. Enfin, il a dit quelque chose de cet ordre-là. T'es d'accord? J'ai bien écouté votre commission. Et il dit parce que on est devenu une économie exportatrice et qui repose moins sur la consommation des ménages. Et dans les faits, on voit quoi? Une baisse de l'impôt sur les sociétés entre 12 et 15 milliards. Comment voulez-vous comprendre que si on est plus exportateur, on a une baisse de l'impôt sur les sociétés? Donc il y a un truc qui va pas. Tout ça n'a aucune cohérence. Tout ça n'a aucune cohérence. Il y a un truc qui va pas dans les explications qu'ils sont en train de donner. Absolument. Et moi je crois que ce qui ne va pas dans les explications qui sont venues, c'est que la logique même de leur système, c'est-à-dire la politique d'offre et de compétitivité, elle est en train de nous emmener dans le mur et eux dans une impasse. Pourquoi? Tout simplement pour une bonne raison, c'est que là encore, c'est pas les économistes proches du nouveau Front populaire qui le disent, mais c'est à peu près tous les économistes, toutes les institutions. Quand tu as une période de reflux de l'activité économique et que tu baisses la dépense publique, tu as un aspect récessif sur l'économie. Évidemment. Voilà. C'est le cas d'école de la Grèce. Bien évidemment. Lorsque la cure d'austérité a été imposée à la Grèce, avec un déficit public qui chutait moins vite que le PIB lui-même, ce qui fait que la dette s'aggravait, puisque la dette est calculée sur le PIB total. Voilà. Donc, si vous avez une croissance qui baisse plus vite que la vitesse à laquelle vous réduisez votre déficit, et ben en fait, vous aggravez la situation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a un des économistes, un des directeurs de l'OFCE qui explique que l'année prochaine, si jamais on baissait de 30 milliards les dépenses publiques, comme le recommande la note en gros, oui. On pense qu'on perd un demi-point de croissance. Voilà. Donc ça montre l'effet récessif de la baisse de la dépense publique. Bien évidemment. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je me permets un point. Vous savez, on accuse souvent les fonctionnaires d'être les responsables de tout. Si on regarde bien les chiffres de la fonction publique, en 2006, les fonctionnaires représentaient 16,5% de l'emploi total. Ils n'en représentent plus que 14,5%. Depuis 2009, ils ont perdu 0,9% de pouvoir d'achat, alors que dans le privé, il y a eu un gain de pouvoir d'achat, des salariés du secteur privé, tant mieux pour eux, de 15%. Donc on est vraiment sur l'idée que ce sont les fonctionnaires qui ruinent le pays, c'est une idée à bannir. L'idée, en fait, on a des dépenses qui augmentent. Pourquoi? Parce qu'on a un pays qui est aussi vieilli, avec des dépenses de retraite à financer, et aussi parce que le système de soins est impacté, qu'on a des dépenses sociales qui sont des dépenses importantes et nécessaires. Et j'ajouterais même, par rapport à ce que tu dis, c'est que le pouvoir d'achat redevient positif dans le privé, exactement. Mais grâce au revenu du capital et du patrimoine. Parce que si tu prends les salaires mêmes, ce n'est pas la réalité. Oui. Leur logique, elle est en train exactement de ce que nous avions dit, c'est-à-dire que dans la période actuelle, eh bien, baisser les dépenses publiques, c'est récessif. Alors en plus, et là je vais venir un petit peu sur les chiffres qu'on a eus sur 2024, ça ne te permet pas de répondre aux besoins des gens. Et ça ne te permet pas non plus de répondre aux besoins peut-être le plus essentiel, qui est la question de la transition écologique. Bien. Et puis en plus de ça, ça répond une fois que tu ne fais plus ces dépenses publiques, dans une période où le marché privé régresse, c'est aussi beaucoup moins de commandes. Tu te rappelles de ces chiffres après la crise des subprimes, où la France n'est pas rentrée en récession grâce aux dépenses publiques. Le marché privé l'était, et c'est les dépenses publiques qui ont soutenu quand même l'activité économique. Bon, voilà. Donc cette politique-là, elle nous emmène dans le mur pour 3 raisons. D'abord parce qu'elle augmente les déficits par les cadeaux fiscaux qui sont faits. Oui, 60 milliards, je crois, entre 60 et 80 milliards par an maintenant. Par an, bon, d'accord. Elle accroît le reflux de l'activité économique et donc le moindre d'entrée de cotisation et de fiscalité avec le fait de baisser les dépenses publiques. Et en plus de ça, elle ne répond pas aux grands défis que nous avons demandé. Donc voilà la raison. Moi, si j'avais les explications pourquoi il y a moins de recettes, elles sont là. Bon. Et malgré tout, donc j'en reviens au document qu'on a reçu, donc 2024, si jamais, ce que recommande Bruno Le Maire, c'est que ces 16,7 milliards qu'il a pour l'instant gelés, lui recommande qu'ils soient intégralement annulés. D'accord. Alors, pour qu'on se donne une idée, si c'était le cas... Tu peux expliquer aux gens la différence entre geler et annuler, parce que c'est pas clair. Annuler, c'est fait. Voilà. Et geler, on te dit, vous ne les dépensez pas. On verra. On verra. Lui recommande de les annuler. D'accord. Bien. Alors, c'est assez simple. Il y a des ministères, je prends par exemple les sports. C'est un bon exemple, les sports. Oui, on dit, il y a les Jeux olympiques, il faut continuer, etc. Les sports se verraient amputer dès 2024 de plus de 18% de leur budget. D'accord ? Là, tu peux y aller. Tu ne prends pas juste sur les réserves de précaution.
Je crois que, de mémoire, l'aide au développement, c'est 17%. Enfin, tu as des ministères qui sont impactés. Très impactés. Voilà. Et puis, tu as l'écologie, c'est 14%, dont une grande partie sur ce qu'on appelle les fonds verts. Oui, bien sûr, en pleine crise climatique. En pleine crise climatique. Et les fonds verts, alors le gouvernement, depuis quelque temps, nous dit on augmente moins la prime Rénov' parce que finalement, derrière, ça ne suit pas. On n'a pas les entreprises qui font. Ben, le fonds vert, c'est totalement faux. C'est-à-dire que tous les crédits engagés sur le fonds vert, puisque c'est ce qui permet d'amorcer les investissements des collectivités territoriales. Pour vous expliquer juste en un mot, en effet, le fonds vert, c'est ce qui nous permet de faire toute la rénovation technique des millions de mètres carrés publics de ce pays pour qu'il y ait plus des passoires thermiques pour vos enfants dans les écoles, pour des salles communales, pour les mairies, enfin tout ce qui permet en fait de gérer de l'investissement public, d'initier, tu as raison, d'amorcer de l'investissement public. Exactement. Parce que l'État met un peu au pot ce qui permet aux collectivités de venir mettre le reste. Donc c'est vraiment un outil efficace qui est plébiscité d'ailleurs, moi je peux le dire, tu rencontres des maires régulièrement, ça marche, ça fonctionne, et ça permet d'isoler thermiquement des bâtiments importants, des gymnases, enfin tout un tas d'outils publics qui sont très importants. Bah, le bilan, c'est que si on suit leur annulation, c'est 1,5 milliard de moins pour 2024. D'accord. Et des ministères comme l'éducation nationale, c'est moins en pourcentage, mais c'est 1,1 milliard d'euros. Recherche enseignement supérieur, 1,3 milliard d'euros. Donc on est sur des sommes qui, c'est une politique d'austérité plus et qui vont impacter. Bon, voilà ce qu'on a vu pour 2024. Alors nous, ce qu'on a dit, c'est que, déjà on conteste, bien évidemment, mais en plus de ça ne peut pas passer par je ne sais quel décret rétroactif. Il faut une loi. Il faut une loi. Donc on demande un projet de loi de finances rectificatif, raison pour lesquelles, au niveau du nouveau Front populaire à l'Assemblée, on demande une séance extraordinaire, qu'on puisse l'examiner dès maintenant, voilà, qu'on puisse avoir ce débat. Et il t'a répondu là-dessus, Bruno Le Maire? Le maire est d'accord. Lui, le maire dit qu'il est d'accord. Comme il n'est plus en fonction dans quelques jours, d'accord. Je lui donne, je pense qu'il est sincère, ne serait-ce que parce qu'effectivement, dès avril, la dernière fois, il le voulait déjà. Voilà. En avril, il le voulait déjà. Mais on ne sait pas ce qui va se passer, donc on l'exige. Et puis, deuxième sorte de document, excuse-moi, je suis un peu long, en plus, c'est du coup, d'abord, on a eu un résumé très succinct, ministère par ministère, des baisses annoncées à hauteur de 15 milliards d'euros pour l'an prochain, mais qui ne rentrent pas du tout dans les détails. D'accord. Bon. Alors, qui nous laisse permettre de dire que si c'était déjà appliqué, à l'exception de la sécurité et de la défense, tous les ministères verraient leur budget abaissé du fait que le budget prévu ne suit pas l'inflation. Donc santé et éducation aussi. Hein. Oui, bien sûr. Tous les budgets. Tous les budgets de notre pacte social. Éducation, c'est moins 0,5, mais si tu ajoutes les 2% d'inflation, en réalité, c'est 2,5. Et puis, et le sport encore souffre, encore l'aide au développement souffre, etc., etc. L'écologie souffre encore, de manière importante. Bon, bref. Et donc ça, on a eu ça. Mais on n'a pas le détail. Et là, c'est ce qu'on demande avec ces fameuses lettres de plafond. Voilà, c'est ce que nous demandons pour aller voir. Je te donne juste un exemple pour comprendre pourquoi c'est important. Cohésion des territoires, c'est un ministère qui recoupe, par exemple, différentes choses, mais dont le logement. Bon, il est intéressant de savoir comment ils ont imaginé la baisse des dépenses. Et d'autant que sur le logement, c'est quand même l'un des points faibles du bilan Macron, la baisse de la création de logements, logement social, logement privé, et que d'ailleurs on avait quelques solutions, nous, dans le programme du Nouveau Front populaire. Je vous pose une question parce que je t'ai entendu, même ce matin même à la radio, dire « je vais à Matignon ». Alors, je ne sais pas si tu vas avec une fourche, mais surtout, tu as des pouvoirs constitutionnels. Tu peux peut-être expliquer un petit peu ce que tu peux aller chercher parce que tu es président de la Commission des finances et que nous, simples mortels, on ne pourrait pas faire de la même manière. Alors, théoriquement, en tant que président de la Commission des finances, tous les documents d'ordre budgétaire, je peux les avoir. Donc, tu peux aller faire du contrôle sur place aussi. De contrôle sur place. D'accord. Et en fait, alors très franchement, j'ai pas fait beaucoup de contrôles sur place depuis que j'ai été nommé parce qu'on les envoie. Oui. On m'envoie les documents. Donc tant que les gens sont bien élevés, il n'y a pas besoin d'aller sur place. Voilà. En fait. Donc oui, aussi ça permet de faire un peu parler, mais voilà. Mais là, ça fait un peu longtemps qu'on les demande. On les a demandés à Attal, on les a pas eus parce que c'est Matignon qui les envoie. Hein, c'est pour ça que c'est pas Bercy. Et donc là, avec Charles de Courson, on a décidé qu'on prendrait notre petite voiture et on irait, quoi. D'accord. Voilà. Avec Charles de Courson, tous les deux. Oui, parce que avec Charles de Courson, donc pour qu'on comprenne... Qui est le rapporteur général du budget. Voilà, alors un peu spécial, parce qu'il y a eu un petit épisode, je vais vous le faire rapidement, mais lorsque la nouvelle législature a été adoptée et que nous étions en attente de savoir si nous allions gouverner le pays, ce que les électeurs nous avaient donné la possibilité de faire, il y a eu une élection à la commission, dans toutes les commissions, et traditionnellement, le président de la commission des finances est dans l'opposition. Bien. Comme à l'époque, on n'était pas encore on ne savait pas où on allait se situer,
bien évidemment, moi je me suis présenté, et pour essayer de contrecarrer un président de la commission des finances issu du NFP, le gouvernement a demandé à ses troupes de voter dans cette commission, ce que en général la majorité ne fait jamais. Elle ne choisit pas qui est son opposant. Voilà, donc ils ont essayé de le faire. Et donc ça a raté. Ils ont perdu quand même. Et j'ai finalement gagné. Mais alors la conséquence de ça, c'est que du coup, j'ai gagné notamment avec le groupe Lyot qui a voté pour moi, dont appartient Charles de Courson. Et la conséquence, c'est que le rapporteur général qui a été élu ensuite, au lieu... Traditionnellement, le rapporteur général fait partie, par contre, du camp gouvernemental. C'est lui qui rapporte. Mais, bon, comme ils avaient cherché quelques problèmes, finalement, c'est lui qui a été élu, avec nos voix y compris, et Charles est devenu rapporteur général. Donc, pour l'instant, c'est un rapporteur général qui n'est pas, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment Lyot va se positionner vis-à-vis de Monsieur Barnier, mais pour l'instant, en tout cas, il n'est pas dans la majorité. Il n'est pas dans la majorité. Et donc, du coup... Parce qu'en fait, les groupes politiques, pour que les gens comprennent, sont inscrits soit dans la majorité, soit dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Et donc, une fois que le gouvernement aura fait son discours de politique générale, peut-être que la position du groupe Lyot pourrait changer. Peut-être. Mais enfin, en tout cas, Charles de Courson, au moins, de toute façon, partage quelque chose. Oui, la transparence, le goût de la démocratie parlementaire. C'est-à-dire le Parlement, il veut que ça soit respecté. Ouais. Ça, au moins, on le partage ensemble, ce qui nous permet d'exiger ces choses-là ensemble. Juste peut-être pour finir notre discussion qui est passionnante, on a parlé de 2024, on a parlé de 2025. On est aussi vis-à-vis de l'Union européenne, tu l'as dit, le contexte est difficile. D'ailleurs, il est reproché peut-être à la Banque centrale européenne d'avoir une politique de taux qui ne favorise pas la croissance. Mais quoi qu'il arrive, on est dans ce contexte européen avec une procédure de déficit public excessif. Comment tu vois les choses par rapport à l'Union européenne? Est-ce que toi, tu as des liens d'une manière ou d'une autre avec la Commission européenne? Enfin voilà, comment tu vois le travail de la Commission dans ce contexte qui est le pacte de stabilité que tu évoquais tout à l'heure, la trajectoire de stabilité qui est caduque. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, que tu citais tout à l'heure, a dit lui-même que la trajectoire vers 2,9% en 2027, ce serait du sang et des larmes et la récession pour le pays et qu'il fallait trouver une autre trajectoire. Voilà, je voulais savoir comment tu voyais les choses par rapport à l'Union européenne. Écoute, alors déjà, la date qui était retenue va reculer, c'était le 20 septembre. Oui. Elle va reculer. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a ce que dit la Commission européenne, et puis à un moment donné, il y a la concrétisation de ce qu'elle menace. Bon. Donc moi, si je gouvernais le pays demain, je pense qu'il faut rétablir un rapport de force par rapport à ça. Bien sûr. Bon. Et ce rapport de force, qu'il faut savoir, c'est que si on sort du spectre uniquement en France, en réalité, on n'est pas si faible que ça en Europe. Parce qu'au moment où on se parle là, le débat que nous mettons sur la table, c'est-à-dire par exemple l'idée que la question du déficit financier est l'alpha-oméga de toute politique. Je ne dis pas qu'il faut en faire pour en faire, c'est pas ça le problème. Bien sûr. Mais par exemple pour l'environnement, pour un certain nombre de sujets importants, que c'est l'alpha-oméga, du pays, y compris c'est la seule façon d'assurer la croissance. Ce qui est exactement l'inverse de ce que montrent les Américains aujourd'hui. Tout à fait. Les Américains sont en train de financer leur croissance. Exactement, avec des déficits importants, avec un déficit parce qu'ils sont en transformation et qu'ils l'assument et qu'ils le font. Alors certes, ils ont le dollar, c'est vrai, mais enfin, au moins, ça montre que ce n'est pas une loi naturelle. Ça fonctionne, exactement. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, il y a plein de questions en Europe là-dessus. Et que si la France, j'allais dire, prenait la tête de dire, nous, on n'accepte pas. On veut qu'on rediscute de ça. Moi, mon sentiment, en tant qu'insoumis depuis longtemps, c'est que, et non pas en tant que Brexit, c'est pas ça le problème, c'est que l'Union européenne ne se fera pas sans la France, pas plus qu'elle fera sans l'Allemagne, c'est pas vrai. Et qu'à partir de là, on a des marges de manœuvre, et qu'on a des pays qui nous suivraient, y compris en Allemagne, où le débat en ce moment dont on parle en France... C'est un débat très important. C'est un débat très important. L'industrie, la relance en Allemagne, les infrastructures, c'est un gros débat en effet de nos voisins allemands qui, eux, ont des marges de manœuvre budgétaires colossales, qu'ils ne mobilisent pas, et dont ils auraient besoin, et dont l'Europe aurait besoin. Absolument. Et donc, je pense que il y a besoin d'un rapport de force, etc. Alors, on peut aussi s'appuyer d'ailleurs sur une partie au moins du rapport Draghi, qui vient de sortir, qui dit qu'il y a besoin d'investissements colossaux. Et lui même recommande quelque chose qui, moi, m'est cher. Il recommande pour cet investissement, au moins en matière écologique, de faire ce que la BCE avait fait pour le Covid, c'est-à-dire de prêter directement aux États et aux banques centrales
en dehors d'être soumis au marché. Voilà. Ce qui permet d'éviter en fait d'avoir une partie, disons la partie écologique de notre déficit public qui serait en effet soumis aux contingences du marché et financé directement par la Banque centrale. Et c'est Draghi, l'ancien président de la BCE. L'ancien président de la BCE qui le dit. Et juste pour continuer et puis prolonger ce que tu dis avec lequel je suis d'accord, rappelons-nous aussi, mais certains ne le savent pas, pendant le moment Covid, les règles budgétaires européenines ont été suspendues. Totalement. Donc pendant des années, en dehors des traités, pendant des années, nous avons vécu sans la suspension sans les règles budgétaires qui étaient les nôtres. Et je tiens à dire, parce que je vois Bruno Le Maire aujourd'hui être le plus zélé sur la question des 3%, en 2023, lui-même disait, il a perdu son match européen, mais il disait lui-même, les règles automatiques sont absurdes, elles ont amené en Europe la récession. Donc eux-mêmes se rendent bien compte qu'il y a un problème sur le caractère automatique des règles. Il y a du mauvais déficit quand on le fait sur les recettes comme le fait Macron, mais il peut y avoir du bon déficit lorsqu'on fait des investissements pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir du pays. Absolument. Bien résumé, et je pense qu'on ne serait pas les seuls en Europe si la France était offensive sur cette question, etc. Donc je te réponds un peu là-dessus. Juste pour, peut-être que tu veux t'amener à la conclusion, parce qu'il y a la suite. Je vais aller rapidement. Dis-nous la suite. Donc, nous, ce qu'on exige, c'est que le budget nous soit présenté en temps et en heure. Théoriquement, c'est le 1er octobre. D'accord ? Et donc pas qu'on commence aussi, là aussi, à retarder. Ah oui, je comprends. À dire, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, etc. Il est pas finalisé. Il y en a un qui existe. Oui. Bon, il ne me va pas. Je veux le combattre, tu as compris. Oui, bien sûr. Mais je veux aussi que le Parlement soit respecté. Bien. Ce budget, il va arriver. Moi, ce que je crois, c'est que à partir de là, on va rentrer dans quelque chose d'assez intéressant, c'est que ma commission va le transformer considérablement. Forcément. Forcément, tu as raison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà lors du dernier mandat où la commission était moins favorable à ce que nous avançons, quand je dis nous, c'est nous au Front Populaire, notamment sur les recettes, il y a déjà eu pour 15 milliards d'amendements de taxation du capital qui ont été adoptés. Oui, parce que ce qu'on dit parfois et ce que les gens ne voient pas, c'est que même au sein de la majorité, parfois ça craque. Il y a des gens du MoDem qui sont pour des taxations proches de ce que nous proposons, se rendant compte que la situation n'est plus tenable. N'est plus tenable. D'accord, donc tu penses que déjà, sortie de commission, parce qu'il faut expliquer aux gens que le texte examiné en séance n'est pas celui du gouvernement, mais celui issu de la commission des finances, déjà le texte qui peut arriver en séance peut être un texte qui a été remodelé par la commission dans le bon sens. C'est mon objectif. C'est ton objectif. C'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans les modifications. Et à ce moment-là, se posera la question pour le gouvernement de ce qu'il fait. Pour l'instant, les 2 dernières années, ce qu'il a fait, c'est un 49.3 où il rétablissait tout le texte. Pour des gens qui nous disaient « vous cherchez pas les compromis », eux, pour le coup, c'est clair. Ils ont balayé tout ce qui sortait de l'Assemblée et ils ont réimposé leur texte. Ils ont réussi à survivre un certain temps avec les motions de censure qui ne sont pas passées, mais n'empêche, c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que là, eux, dans ces cas-là, ils rentreraient dans une zone, à mon avis, un peu plus périlleuse dans leur situation, parce que de fait, ils n'ont pas de majorité. Donc voilà un peu, la bataille parlementaire va être une bataille absolument centrale pour la suite, et pour montrer que cette politique, non seulement n'a pas de majorité, mais nous conduit dans la passe d'un point de vue économique, et de crédibiliser donc encore plus que nous disions il y a encore quelques semaines, et qu'il y a eu quand même l'assentiment, en tout cas de la plus grande partie des Français, pour le soutenir. Voilà, je pense que c'est donc quelque chose que je vous incite à suivre, parce que on est au cœur du problème. Et je terminerai là-dessus, excuse-moi, je vais être trop long. C'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, contrairement un peu au récit qu'on a voulu faire parvenir, la raison pour laquelle Emmanuel Macron n'a pas pris Lucie Castet, mais même la raison pour laquelle il n'aurait pris aucun Premier ministre de gauche qui change un tant soit peu sa politique, c'est qu'il veut que cette politique ne soit pas remise en question. Bien sûr. Et j'allais te dire, en guise de conclusion, 2 choses. On va suivre ça avec intérêt, puisque vous commencez à l'Assemblée et que nous, ensuite, on s'occupe de ça au Sénat. Et j'allais te dire que le déroulé tel que tu le fais montre bien ce qui s'est passé pendant tout l'été, que jamais il n'a été question de nommer un Premier ministre de gauche. Le budget a été préparé pour qu'un Premier ministre de droite arrive et se mette dans les souliers de la préparation budgétaire. Absolument. Voilà ce qu'on pourrait peut-être dire en guise de conclusion, si ça te va. Et ce budget, juste une chose, oui, parce que j'ai présenté une petite statistique lors de ma commission l'autre jour, qui vient du magazine Challenge et de l'INSEE, et qui montre que le macronisme, c'est quoi ? C'est qu'entre 2017 et 2024, la part de richesse des 500 plus grandes fortunes de France, leur patrimoine, il a doublé.
il est passé de 20 à 45% du PIB. Là, tu parles de patrimoine. C'est ça le macronisme. Et cette reconcentration, elle se fait au détriment des classes moyennes, puisque quand ça se reconcentre, c'est vers les classes moyennes que ça s'était déconcentré. Merci beaucoup. Merci pour cette émission. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis, on retrouvera Eric bientôt pour de nouvelles aventures. Merci camarades. À bientôt.